La course en ligne des championnats du monde de cyclisme annoncée comme la plus difficile de l'histoire a tenu ses promesses. 30 coureurs seulement à l'arrivée, parmi eux un Belge déçu, terriblement déçu à la deuxième place derrière l'intouchable Tadej Pogačar. Remco Evenepoel était déçu, triste, frustré. Ça s'explique et on va vous expliquer tout ça dans ce nouvel épisode. Donc connaît nos classiques, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus en télé, sur YouTube, en podcast radio également. Cameron Van Den Broek, Gérard Bullens, Axel Merckx, soyez également, et vous l'êtes toujours, les bienvenus. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bien dormi, Axel Merckx, après votre marathon d'hier sur Antenne? Oui, j'aurais mieux fait de rester ici, mais bon, c'est bon, j'ai quand même bien dormi. Vous auriez pu dormir ici, c'est ça? Oui, ouais. Et on me l'a proposé, mais j'ai refusé. La perche est tendue, on va vous trouver un canapé pour la prochaine fois. Alors, dans quelques instants, et la maison ne recule devant aucun sacrifice, nous serons en direct de Kigali avec le sélectionneur de l'équipe nationale, Serge Pauwels, pour débriefer évidemment la prestation des Belges hier et parler un peu plus globalement aussi des prestations belges pendant les 8 jours de compétition à Kigali. Mais d'abord, on va faire un premier et un simple tour de table sur ce qu'on a vu hier de la part de Tadej Pogačar. C'est l'animal blessé, et on le pressentait il y a une semaine, l'animal blessé dans son orgueil de champion, qui finalement a pris sa revanche, et il était tout simplement intouchable. 1,28 d'avance sur le deuxième Evenepoel, 2,16 sur le toujours très offensif Ben Illy, et le voici, et je regarde Gérard pour une première réflexion, le voici, double champion du monde, Tadej Pogačar. La logique est respectée. Je vais dire que ce que Remco a dit, le meilleur coureur cycliste des 2 dernières années au monde est champion du monde, et Remco en lui-même, qui est le meilleur coureur cycliste au monde de contre-la-montre avec une position presque parfaite, est dans sa spécialité champion du monde. Je pense que tout est dit. Axel ? Oui, la logique est respectée. Je pense qu'il a prouvé encore une fois qu'il ne s'est pas rendu la tâche facile. Les circonstances ont voulu qu'il se retrouve seul devant, à très loin de l'arrivée. Il a pris ses responsabilités, il a tenu dur comme on le connaît, et le reste c'est l'histoire. La logique est donc respectée. Finalement, le numéro 1 du ranking mondial est champion du monde. On a parfois eu des surprises et des gars classés 50, 60, 70e mondial de champion du monde. Pas de surprise ici. Bon non, le meilleur coureur du monde a gagné, et c'est simple, c'est comme ça depuis le début de saison, et ça dans tous les domaines en fait. Il gagne, il preste en tout cas dans tous les domaines, et oui, c'est plus que mérité, c'est la logique. Alors vous vous souvenez, l'an dernier, il était parti à une centaine de kilomètres, on ne va pas discuter au kilomètre près évidemment, il avait terminé seul pendant 52 kilomètres, bis repetita évidemment, cette année-ci, encore une centaine de kilomètres, 66 kilomètres tout seul. Il avait dit l'an dernier, ce que j'ai fait est un petit peu fou, c'était un coup de folie, petit clin d'œil à Thierry Pastor pour ceux qui connaissent les musiques des années 80, le coup de folie de Pogačar, je ne recommencerai plus, mais il a recommencé. Oui, sur un parcours plus dur. Oui, s'il s'est retrouvé devant, peu malgré lui, je pense. Parce qu'à mon avis, il n'a pas vraiment voulu accélérer pour sortir tout le monde de la roue comme il l'a fait justement il y a un an. Les circonstances, en haut, il y avait Ayuso dans sa roue, qui est un bon allié de circonstances. Quand Del Toro est rentré, c'était encore meilleur. Je pense qu'à 3, le damage aurait été encore plus grand. Malheureusement, Ayuso, il a peut-être été un peu trop loin dans ses efforts, justement en essayant d'empêcher Del Toro pour rentrer. Et puis quand Del Toro est rentré, il a voulu lâcher Ayuso, et il a eu des problèmes d'estomac. Bon, on ne sait pas si c'était pendant, avant ou le jour avant, ça on ne le saura jamais. Et on s'est bien rendu compte pendant la course que Pogačar voulait garder à Del Toro le plus longtemps possible avec lui, en espérant de faire un 2. Mais bon, il arrive à bout de force, et malheureusement pour Pogačar, 66 km tout seul, c'est quand même long, et il a quand même encore bien géré la chose. Et puis bon, c'était quand même la partie de la course qui lui convenait le mieux, quand même. À Pogačar ? Oui. Ah oui, il a utilisé le terrain évidemment. Oui, voilà. Donc, Avec nous, je le disais, et il est dans le lobby de l'hôtel, parce que la délégation belge va quitter évidemment le Rwanda aujourd'hui. Serge Pauwels, sélectionneur national. On est ravis de vous accueillir, Serge. Bonjour. Bonjour Sam. Alors, bien dormi, malgré la déception, parce que c'était une déception pour Remco Evenepoel? Ouais, en fait, c'est une déception pour lui, mais je ne pense pas au total qu'on doit être... si on met tous en... Je veux dire,
la course sur route, on prend 3 médailles. Et donc, je pense qu'on peut être content, en fait. Il était comment en rentrant à l'hôtel, Remco Evenepoel? Vraiment déçu? Il a fallu le consoler, le rassurer? Vous l'avez laissé peut-être un peu seul dans un coin pour justement faire passer la colère qui semblait en lui? Je pense qu'il était déçu, surtout parce qu'il se rend compte qu'il avait peut-être la possibilité de gagner la course si les circonstances auraient été... ça veut dire que Van Wilder n'était pas là parce qu'il a chuté. On n'avait pas Tiesj Benoot. Il y avait la selle qui a baissé. Donc, si toutes ces choses ne s'étaient pas passées, il aurait peut-être eu une bonne chance à battre Pogačar. Ouais, je ne veux pas dire que le plus fort n'a pas gagné, c'est clair, mais quand même, il aurait eu une chance quand même. Alors, autour de moi, Cameron Van Den Broek, Gérard Bullens, Axel Merckx, que vous connaissez bien. Ils ont toutes et tous une question pour vous. On va être galant. La question d'abord de Cameron pour Serge. Bonjour Serge. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait 2 championnats, donc le championnat du monde et le championnat d'Europe, l'un à la suite de l'autre, parce que donc vous rentrez déjà lundi, le chrono c'est déjà mercredi, donc ça laisse pas beaucoup de temps de récupération d'une grosse course qu'il y a eu hier, et plus du voyage. Et est-ce que pour vous, pour les sélections par exemple, ça change quelque chose? C'est clair que c'est très compliqué pour nous parce que, surtout logistiquement, c'est très difficile. Pour les coureurs, je pense que ça va encore. Seulement pour un coureur comme Remco qui fait la combinaison de la course sur route, la contre-la-montre, c'est difficile. Donc, lui, il vole à Marseille ce soir, donc je pense qu'il arrivera demain. Puis on a perdu Serge jusqu'à l'hôtel. Il revient. On vous écoute, Serge. Allez-y, il y a une coupure, une grosse coupure. Je ne sais pas si la connexion. Allez-y, Serge. Allez-y, on vous donc écoute. En fait, c'est super compliqué sur le niveau logistique. Mais pour les coureurs, je pense que ça ira encore sur ceux qui font seulement les courses. Gérard, votre petite question pour Serge. Salut Serge, simplement une petite question de tous les championnats du monde que tu as vécu jusqu'à présent. Est-ce que c'est celui qui était le plus difficile et est-ce que l'apport du public qui était quand même très enthousiaste, on peut décrier le pays évidemment au niveau politique mais c'est pas le but, n'est pas celui le plus intéressant que tu as connu? Merci Gérard pour la question. Ouais. J'ai parlé ce matin avec Remco et la première chose qu'il m'a dit, il m'a demandé, je ne sais pas que tu t'en pensais, il disait, mais pour moi c'était en fait un peu trop dur. Juste pas pour lui seul, mais juste en général. Il n'y a que 30 coureurs à l'arrivée, le 10e est sur 10 minutes. C'est presque un autre sport duquel que j'ai connu moi-même il y a 10 ans, par exemple. Mais oui, c'est vrai, Lens c'était incroyable. Il y avait le passage après le code de péage. Là, il y avait incroyable. Combien de monde il y avait, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Axel Merckx, dernière question. Oui, bonjour Serge. Tout d'abord, je sais que c'est pas toujours été facile les circonstances au Rwanda, donc bon boulot et bravo à vous tous pour avoir investi tellement de temps justement pour la fédération d'aller au championnat du monde. Moi, c'est juste une question pratique et c'est une question que je veux poser par rapport à la course en elle-même. C'est que lorsque Remco a eu son 2e changement de vélo,
Bon, on sait très bien qu'il est descendu de vélo, il a dû attendre assez longtemps. C'était par rapport à la situation de course, parce que nous, on n'a pas vu où se trouvaient les voitures suiveuses. Est-ce qu'il y avait vraiment un gros barrage derrière, et c'est pour ça qu'il a perdu tellement de temps pour avoir son nouveau vélo, ou c'était un peu le chaos total, parce qu'on sait très bien que des fois, dans une course cycliste, les commissaires sont pas toujours disons égal à eux-mêmes, donc des fois il y a barrage, des fois il n'y a pas barrage, donc juste pour comprendre la situation derrière. Ouais, donc moi j'avais la première voiture, mais donc c'était au sommet du Kimihurura qu'il a attendu, et donc moi j'étais encore il y avait des coureurs lâchés comme par exemple Quinten Hermans, et je lui passe. Mais donc, c'était encore barrage. Donc, je devais rester derrière lui. En fait, juste à côté de lui, je pouvais... Parce qu'il a crié « Ah, Remco, il a de nouveau besoin d'un autre vélo. » Et donc, moi, immédiatement, j'ai parlé avec le commissaire qui était sur la moto. J'ai dit « Je dois aller devant pour Evenepoel. » Et donc, lui a immédiatement... parler avec l'autre dans la voiture. Ils ont parlé un peu, puis je devais attendre, et puis ils ont dit « Ah, ok, c'est ok, tu peux aller devant. » Mais à ce moment-là, le speaker sur Radio Course, Evenepoel, il s'est arrêté à côté de la route. En fait, il n'aurait pas dû arrêter, mais j'avais quand même un peu de la chance que je pouvais déjà entrer devant, et que j'étais déjà au courant par Hermans, parce que sinon il aurait dû attendre encore plus longtemps que 40 secondes qu'il a attendre maintenant. Voilà, qui nous éclaire un peu et qui éclaire un peu notre lanterne, évidemment. Dans le direct hier, c'était un petit peu le chaos, comme vous l'avez précisé, mon cher Axel. Merci Serge Pauwels d'être intervenu en direct, d'avoir débriefé avec nous, malgré une qualité technique un peu compliquée. Vous êtes loin. Bon retour au pays. Bon Euro, parce qu'on commentera aussi l'Euro en direct sur la RTBF. J'ai juste, moi, une dernière question. Je veux un nom. Qui va remplacer Van Wilder dans la sélection de l'Euro ? Je dois encore aujourd'hui. Il y a 3 qui sont candidats en fait pour le remplacer. C'est Jenno Bergmoes, Lars Kraps ou Sylvain Monique. Allez, merci beaucoup. On a une petite pièce sur Monique, nous. Hein. Voilà, un petit wallon dans la sélection. Merci beaucoup, Serge. Bon retour, bon voyage et au plaisir de vous recroiser. Hein. Merci beaucoup, Serge Pauwels, sélectionneur national, qui était donc avec nous dans... On connaît nos classiques, et malgré les petites difficultés techniques, on a bien capté les explications de Serge Pauwels. Et ce moment, effectivement, parce que c'est un moment stratégique, et là on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour décrypter la course, Axel, ce moment du changement de vélo, des changements de vélo, problème de selle, on prend un vélo de rechange, le vélo de rechange ne fonctionne pas. Il a expliqué à l'interview qu'il avait mal au dos sur ce deuxième vélo Remco Evenepoel. C'était vraiment nébuleux. Heureusement qu'on a cette explication qui nous ouvre un petit peu le champ des explications, justement, mais on aurait pu peut-être, côté belge, mieux gérer ce moment-là. Mieux gérer, bon, je pense que sur la situation en elle-même, mieux la gérer. Bon, ça dépend de quel point de vue on regarde. Donc le deuxième vélo, le vélo noir, parce qu'il part toujours du vélo noir, n'est pas à la bonne position. Ça, c'est un problème. C'est une grosse faute. Enfin, c'est un gros problème, certainement. L'erreur aussi de Remco de s'arrêter, c'est la dernière chose, c'est la première chose qu'on apprend aux coureurs. Les espoirs en disant roule le plus longtemps possible jusqu'à la voiture soit derrière toi, parce que tu perds le moins de temps possible. Donc surtout que c'était même pas une crevaison, donc il aurait pu continuer à rester sur ce vélo en attendant que la voiture vienne jusque chez lui. Il serait rentré beaucoup plus rapidement, il aurait perdu peut-être un peu moins de temps, moins d'énergie. Erreur que reconnaît Serge Pauwels. Oui, ouais. oui, absolument. Non, mais ce sont des erreurs qui sont tout à fait compréhensibles. Enfin, et pas à ce niveau-là. Pas plus compréhensible. Un Remco d'il y a 2-3 ans, oui, ouais. mais non, à ce niveau-ci, non, c'était une erreur. Bon, ça peut arriver, mais c'est que ça coûtait cher quand même, parce que... Et je le répète, je l'ai dit pendant le direct hier, il a quand même eu la chance que le barrage a été relevé, parce que problème mécanique, ok,
mais il n'avait pas de problème mécanique. C'était un problème de vélo qui n'était pas... Réglage de vélo. Ouais. Donc c'était pas vraiment un problème mécanique. Donc si on suit le règlement, il n'a pas le droit de rentrer dans les voitures. Bon, ils ont levé le barrage, tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde. Mais pour avoir fait beaucoup de courses cette année-ci, avec le nouveau règlement de l'UCI qui dit interdiction de rentrer derrière les voitures, même en cas de problème mécanique, on a vu tout et n'importe quoi, encore une fois, hier, sur les championnats du monde. On a vu un Remco, on a vu une magnifique imitation de coup franc, là, pied gauche, mais ce sont des gestes qui desservent Remco Evenepoel. Et évidemment, on est très solidaire de sa course d'hier et admiratif. Et en même temps, chassé naturel, il revient au galop, Gérard. Oui, mais Axel vient de dire les choses telles qu'elles sont. En fait, il n'y avait aucune raison qu'il s'arrête. Et dans ce chef-là, on parle aussi de ce fameux vélo noir, mais j'ai lu quelqu'un de la famille qui était présent sur place, qui fait partie du staff mécanique et qui dit on l'a mesuré 3 fois le vélo et on n'a pas vu de différence. Alors peut-être que c'est dans la nervosité, effectivement. C'est du domaine du psychologique et de la nervosité. Oui, vraisemblablement. Et on a vu qu'il était nerveux. Et dans cette situation-là, c'est logique qu'il soit nerveux. Mais Axel l'a dit, Serge l'a dit, si vous regardez ce que déclare aujourd'hui José de Kouwer, qui a quand même plus d'aura que moi de par sa carrière et de ce qu'il a fait dans le milieu du vélo, la première chose qu'on dit à un coureur, tant que tu peux rouler, roule. S'il avait effectivement fait signe à la voiture du président de jury qui est juste derrière lui, qu'il appelait sa voiture et restait au peloton, on change de vélo, je vais dire, à la 4e ou à la 5e voiture, il est reparti. Il doit jamais faire cet effort-là. Et quand on voit ce qu'il a pu redéployer dans la finale, il aurait peut-être pu effectivement jouer et taquiner Tadej Pogačar. Mais je pense que la faute vient un peu de chez lui. Et puis c'est quand même surprenant, une selle qui s'affaisse dans un championnat du monde, logiquement sur un vélo qu'on utilise tout le temps. Est-ce qu'on a joué un peu avec remonter, redescendre la selle? C'est vrai que dans les nouveaux serrages où il n'y a plus de collier, c'est très très précis, hein, c'est en fonction du carbone, 8-9 newtons pour serrer. Si vous serrez un tout petit peu moins, elle peut descendre effectivement, surtout que sur sa fameux mur à Kigali, là il y a des pavés et donc les chocs peuvent faire en sorte que... Il a expliqué avoir pris un trou, c'était peut-être le seul trou du circuit parce que le revêtement était parfait au pied du mont Kigali. C'est possible. Lui n'était pas pavé. Si c'est ça, c'est vraiment pas de chance. Ouais, c'est vraiment pas de chance. Petite précision, vous avez l'aura de José de Kouwer au sud du pays. Je me tourne vers Cameron Van Den Broek. Cameron, le seul coureur qui sur ce circuit a effectué un tour en dessous des 20 minutes, c'est Remco Evenepoel, plus rapide que Tadej Pogačar, le tour le plus rapide, 19 minutes 45. Ça veut donc bel et bien dire que sur les 2 premiers tours, du moins, quand il a entamé cette poursuite derrière Pogačar, il y avait un vrai match à distance entre les deux garçons. Oui, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a quand même eu un duel, pas celui qu'on attendait forcément à cause de la situation de course, mais c'est vrai qu'on savait déjà avant la course que Remco est très en forme. On l'a vu au chrono, on ressent aussi dans ses interviews. Mais c'est vrai que Remco est un coureur quand même assez nerveux, comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans d'autres courses, dans d'autres circonstances. Et peut-être à cause de cette nervosité, cette frustration, il prend peut-être des décisions pas trop réfléchies, comme s'arrêter à un moment où il aurait, comme il n'avait pas de vélo de cassé, il aurait pu continuer encore et peut-être perdre un peu moins de secondes, ou en tout cas, pas 42 secondes. Donc c'est vrai que tout ça coûte aussi même de l'énergie, je pense, de s'énerver comme ça, et cette frustration. Et oui, après, on a vu quand même un duel, mais bon, à cause de tout ça, c'était un peu trop tard. Et j'espère qu'on en verra un vrai duel, en tout cas, là, ici, au championnat d'Europe. Il a quand même déclaré à notre micro et à d'autres micros d'ailleurs, sans malchance, j'aurais pu suivre Pogačar, sans remettre en cause la victoire de Pogačar, et Serge Pauwels l'a bien précisé. Est-ce que sans malchance, il aurait pu suivre Pogačar ? Mais ça, on n'en sait rien dans la réalité. Vous savez, si Ilan Van Wilder n'avait pas chuté, si Tiesj Benoot n'avait pas eu le Covid, etc., mais avec des si, on n'achète rien.
Mais je voulais faire une petite remarque aussi. C'est pas avec des si on refait le monde où on met Kigali Paris et Kigali en bouteille. Mais ici, Serge est débutant dans ce travail-là. Son premier mondial à ce comme niveau-là, avec des coureurs de très haut niveau, ce n'est pas simple. Mais je connais des directeurs sportifs qui, quand on dit que le leader est en difficulté, qu'il y a un problème, qui auraient brûlé le barrage. Qui auraient osé. Évidemment. Avec quel risque de sanction dans une course d'un jour? Avec quelle sanction? Avec une amende après. Mais ça ne changerait au déroulement de la course. Mais j'ai beaucoup de respect pour Serge, que je côtoie d'ailleurs sur une autre chaîne, très régulièrement. Je peux comprendre que quand on commence comme ça, on respecte les règles du jeu. Mais voilà... Mais ça ne change rien. L'erreur principale, c'est l'erreur du coureur qui ne reste pas au peloton, qui aurait dû le faire. Mais peut-être que, comme on l'a vu à Paris lors des Jeux Olympiques, quand ça vous arrive, vous vous dites que vous allez tout perdre. Et c'est normal d'être nerveux. Alors on a beaucoup mis... avec vous d'ailleurs Gérard, lorsque nous étions en direct sur les courses de jeunes sur Ovio, on a un peu mis en doute la tactique belge chez les juniors, chez les espoirs. Axel, chez les élites, la tactique belge, celle qui a été présentée par Serge Pauwels et qui a été appliquée pendant la course, on rappelle que Van Wilder, pion important, abandonné assez vite, était-ce la bonne tactique justement pour tenter, même si ça n'a pas marché, de déstabiliser Tadej Pogačar? Je pense qu'ils ont été aidés par la Slovénie. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils n'ont pas voulu faire l'erreur qui s'est passée le jour avant chez les dames. Donc, mais le parcours était différent aussi. Ils avaient le Mont Kigali qui est quand même une grande différence. Si vous avez le Mont Kigali chez les femmes, il y a une autre course aussi complètement différente. Ça change quand même énormément la donne. Ils n'ont pas fait d'erreur tactique. Ils ont fait la course que Remco voulait qu'ils fassent. Et au moment important, il a eu le problème mécanique et ça a joué des tours. Est-ce qu'il aurait pu suivre Pogačar sur le Mont Kigali? Comme le dit Gérard, dans un premier temps, il est derrière, en tout cas. On ne le saura jamais. Je trouve quand même qu'il faut quand même se rendre compte que Pogačar a quand même fait 64 km tout seul devant, avec un écart qui était toujours entre 50 secondes et 1 minute pendant, on va dire, 45 km. Comme il y a un an. Comme il y a un an. Par contre, les autres, ils étaient en groupe, ils étaient plusieurs. Il y a eu le moment de récupérer dans les roues, dans les descentes. C'est quand même, il faut quand même savoir que c'est quand même une grande différence de rouler tout seul. Même s'il a roulé un peu moins vite que Remco, il a quand même fait un grand numéro hier et que c'était le plus fort de la course. On peut le tourner dans un sens comme dans l'autre. Je pourrais voir un Remco faire une accélération, revenir jusqu'à 30 secondes et payer justement les efforts des changements de vélo et tout ça qui viennent un peu court. Et là, il a pris 10 secondes sur son accélération. Et puis on est revenu à la minute. Il a de nouveau rétrogradé, il a reperdu du temps, qui est compréhensible, hein, mais Pogačar, pour moi, hier, était le plus fort. Alors, le bilan de Remco Evenepoel, parce que, évidemment, on débriefe la course d'hier et sa déception, mais c'est quand même un bilan exceptionnel. Médaille d'or dans le contre-la-montre, médaille d'argent dans la course en ligne. Il y a un gars qui a fait aussi bien que lui durant ces 8 jours de course, mais toute proportion gardée, c'est Jay Vine. Parce que lui, il a terminé 2e du contre-la-montre et 1er du mix relais. On accorde l'importance que l'on veut au mix relais, mais il y a une médaille et un maillot arc-en-ciel à aller chercher. Jay Vine, donc, comme Remco. Et puis chez les dames, et là c'est peut-être plus frustrant, chez les U23, la Slovaque Victoria Šladová, 2 fois 2e, elle. Et là, il y a vraiment de quoi être frustré. 2e dans le contre-la-montre U23 et 2e dans la course en ligne. Le bilan de Remco, donc, il est positif. Oui, c'est sûr. Personne, à mon avis, a fait mieux que lui, mais c'est vrai que Remco, c'est un champion et il veut tout le temps gagner, donc il est un peu déçu parce qu'il s'attendait sûrement au doublé comme aux Jeux Olympiques. Mais voilà, à cause des circonstances de la course et d'un Pogačar extrêmement fort, voilà. C'était pas le cas, mais il reste encore le championnat d'Europe. Donc oui, je pense que, je suis sûre que tout le monde peut être, nous en tant que Belges, très fiers de lui et lui, il peut être très fier de lui aussi. Et voilà, c'était le plus haut à aller chercher, en tout cas, ici sur ces championnats du monde.
Alors, avec nous, après Serge Pauwels, on reprend la direction de Kigali pour aller retrouver Jérôme Helguers, qui a bien bossé pendant quasi 2 semaines là-bas, les conférences de presse, les interviews d'avant, d'après-course, les reportages parallèles que vous pouvez encore retrouver d'ailleurs. Il y a quelques pépites sur nos réseaux sociaux. Jérôme, ben voilà, c'est fini Kigali, bientôt le retour au pays. J'imagine un soulagement de rentrer quand même à la maison et en même temps des étoiles plein les yeux après ces 10 jours de folie là-bas. Bonjour tout le monde. C'est pas tout à fait fini. Le vol est assez tard à 21h, donc il va falloir encore être un peu patient et puis passer la nuit dans l'avion. Mais c'est clair qu'on va revenir avec beaucoup de souvenirs et avec beaucoup de dépaysement. Hier, c'est un chiffre officiel fourni par l'Union cycliste internationale. On a dénombré, plus ou moins, à la grosse louche, 1 million de spectateurs sur le bord des routes. Je ne suis pas surpris. Le chiffre est souvent avancé chaque année au moment du Tour des Flandres. C'est la seule course, a priori, sur Terre qui ramène autant de spectateurs. Le succès populaire, et vous l'avez senti au quotidien. Et la semaine dernière, on a évoqué avec vous la sécurité très présente. On a évoqué aussi les soucis géopolitiques. Mais certes, là-bas, le succès populaire, il était incroyable. Oui, j'avoue que ce soit pour le Tour des Flandres ou ici pour les championnats du monde à Kigali, je me demande quand même comment ils font pour compter les gens jusqu'à 1 million. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de gens et beaucoup plus de gens en fait pour la course élite homme de dimanche que plus tôt dans la semaine. Et je trouve que ce qui était plutôt bien vu, c'était de rajouter cette grande boucle qui a permis un peu de sortir aussi de Kigali où on avait un parcours sans cesse barriéré et qui enfermait un peu les coureurs, je trouve, en allant faire cette grande boucle. Et en passant sur le mont Kigali, on a vu d'autres Rwandais, on a vu d'autres paysages et ça, je pense que c'était vraiment bien vu. Jérôme, dans chaque interview d'après-course qu'on a diffusée hier dans le direct télé, en radio également avec Françoise Aleski, dans chaque interview, vous commenciez l'interview en félicitant le coureur d'avoir terminé la course. Pour ceux qui ont eu la chance de la terminer, c'est vrai qu'il n'y avait que 30 coureurs à l'arrivée. Vous avez vraiment ressenti via les interviews, vous n'étiez pas sur le vélo, la difficulté du parcours? Oui, et ça, c'était valable pour toutes les courses, en fait. Les coureurs ont vraiment souffert. Encore une fois, il faut le dire, le seul coureur qui n'a semblé pas souffrir, c'est Tadej Pogačar, puisque quand il passe la ligne, j'ai trouvé qu'une nouvelle fois, il avait dégagé un sentiment de fraîcheur, mais tous les autres, ils étaient tout gris. On avait l'impression qu'ils étaient malades, notamment Paul Sexas, qui était très, très marqué par l'effort. Ouais, c'était impressionnant de voir les images des coureurs une fois la ligne franchie. Gérard Bullens, une question pour Jérôme Helguers. Sexas, il faut tenir compte de son âge aussi. Bien sûr, c'est énorme. Il a d'ailleurs tué à un certain moment avec des problèmes de santé Del Toro. Ce sont des gamins qui sont là par rapport à des coureurs professionnels qui ont quand même beaucoup d'expérience et donc c'est déjà extraordinaire le résultat. Mais de mémoire, pour y avoir été, je pense qu'en Colombie, en 95, si je me souviens bien... 20 coureurs. Il y avait 20 coureurs aussi. 20, voilà. Après vérification. Donc 30 ouais. À Kigali, 20 à Duitama. Est-ce que Jérôme, vous n'avez pas de questions pour Jérôme? Sinon, je continue. Si, on peut lui vous levez le doigt et puis vous baissez le doigt. À la semaine passée, il a bronzé un tout petit peu. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il a vraiment passé une bonne semaine sur place. Il est tout frais. Et est-ce que c'est un beau souvenir par rapport à plein d'autres courses qu'il a vécues et pour lesquelles il a fait le même travail de façon d'ailleurs remarquable, parce que j'ai suivi tout ça et ce que je n'ai pas pu suivre hier, je l'avais enregistré, figurez-vous. Vous êtes mal informé sur moi, Gérard. Je ne bronze pas, c'est un principe. Ma peau ne veut pas bronzer. Elle accepte les coups de soleil, mais pas le bronzage. Je l'ai fait volontairement parce que vous êtes comme moi, en fait. Je le disais, on va revenir au pays avec plein de souvenirs pour avoir fait quelques championnats du monde et notamment celui en Australie. Le dépaysement, il est vraiment ici. On a vu des choses assez extraordinaires, des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'ici, et que ce soit les journalistes ou les coureurs d'ailleurs, tout le monde a vraiment apprécié le moment. Et puis, malgré le contexte politique qu'on connaît, on a vraiment le sentiment d'être venu malgré tout apporter quelque chose à cette population rwandaise. Jérôme, à l'interview, et je reviens sur l'aspect purement sportif, à l'interview, quand Remco Evenepoel est arrivé en face de vous, déjà
quelques longues minutes après l'arrivée, après la cérémonie protocolaire. Comment vous l'avez trouvé? Il semblait déjà, en tout cas, un peu plus souriant, apaisé qu'au moment où il a franchi la ligne. Alors d'abord, il fallait trouver comment l'aborder, parce que c'est pas toujours évident dans une situation comme ça d'aborder d'ailleurs n'importe quel coureur, mais aussi Remco Evenepoel. Donc j'ai d'abord tendu l'oreille parce qu'il est d'abord allé chez nos confrères de Sporza, et puis j'ai senti qu'il y avait de la déception, mais qu'il n'y avait pas de colère, donc c'était déjà plus simple. Moi je lui ai juste fait remarquer qu'il avait quand même une médaille d'argent, qu'une deuxième place était un très bon résultat, un excellent résultat, et ensuite, je lui ai demandé de décrire sa course, mais je vous écoute depuis tout à l'heure et je partage l'avis. Je pense que Remco, en fait, regrette deux choses. D'abord, à mon avis, une fois qu'il a franchi la ligne, il s'est rendu compte qu'il avait sans doute fait une erreur en s'arrêtant et en voulant changer de vélo à cet endroit-là. Et puis, je pense qu'il a des regrets parce qu'il avait des très bonnes jambes, des très bonnes sensations et qu'il se dit, cette fois-ci, j'aurais peut-être pu rivaliser avec Tadej Pogačar. Et c'est une occasion manquée, même si moi, d'un point de vue perso, je pense qu'au punch, à l'explosivité, ça aurait été compliqué face à Pogačar dans le dernier tour. Mais voilà, je crois que les regrets de Remco sont vraiment là. Mais il n'y avait pas de colère. Il y a eu des larmes une fois qu'il a franchi la ligne. On a bien vu à son faciès qu'il était déçu. Mais la colère, elle était vraiment au moment où il a changé de vélo, mais pas après la ligne. Alors, on va vous laisser terminer la valise. J'espère que vous n'avez pas acheté trop de souvenirs et que la valise n'est pas plus lourde. Qu'elle n'est pas plus lourde qu'au départ. Attention, supplément bagage. Avant de se quitter, Jérôme, question un peu bateau, mais un point positif, une chose positive vécue au Rwanda et puis une chose un peu plus négative peut-être. Ouais, je vais vous raconter une anecdote sur un Rwandais d'une vingtaine d'années qu'on a rencontré en allant faire un reportage pour les réseaux sociaux dans un magasin de vélo. Il s'appelle Gabini Muzimawa Kizima. Recommencez, j'ai pas compris. Gabini Muzimawa Kizima, vous ne m'aurez pas. Il est passionné de vélo, il connaissait Remco Evenepoel. On a échangé nos numéros, je lui ai envoyé la séquence qu'on avait fait ensemble. Et puis il m'a expliqué en fait qu'il était artiste et qu'il était en train de dessiner un portrait de Remco Evenepoel. J'ai vu au fur et à mesure les photos et il m'a dit comment je peux faire pour le rencontrer et lui remettre le portrait. Donc moi je lui ai indiqué où l'équipe belge dormait, leur hôtel, et puis Gabini s'est rendu à l'hôtel un matin avant la sortie de Remco, je pense que c'était samedi matin, et il a remis ce portrait à Remco et en échange Remco lui a signé un autographe sur son bidon. Mais voilà, moi c'est ma belle histoire de ces championnats du monde. On a vu beaucoup de photos aussi de coureurs, dont Remco, qui pendant les sorties distribuait des bidons. Ça, c'est le bon souvenir que je garde. Et puis le mauvais souvenir, il est tout frais. C'était hier, quand on a demandé plusieurs fois à plusieurs personnes d'avoir un contact avec le président David Lapartien pour faire un bilan de ces championnats du monde en Afrique et au Rwanda. Ça me paraissait important. Et à aucun moment, en fait, David Lapartien ne s'est exprimé pour faire le bilan chez aucun média. J'ai l'impression qu'il maîtrise bien la chose politique de cette présidence, mais les relations avec les médias, je trouve que ça, par contre, c'est nettement moins bien géré. Je trouve ça vraiment dommage que le président de l'ICI ne soit pas venu faire un bilan de ces championnats du monde, parce que moi, la question que je me pose, c'est OK, on a fait ces mondiaux ici à Kigali et au Rwanda en Afrique, et après, qu'est-ce qu'on laisse comme héritage? Qu'est-ce qu'on va faire pour aider le cyclisme africain? Ces questions-là, malheureusement, je n'ai pas pu les poser. Donc voilà, c'est le mauvais point que je retiens de ces championnats du monde. Et dans un autre contexte, je me souviens avoir assez facilement, à Glasgow, on n'était pas en Afrique, on était en Europe, avoir eu justement un débrief avec David Lapartien, mais sur le sol africain sans doute, et vu le contexte géopolitique du Rwanda, il avait peut-être peur de s'exposer. Son agenda était trop chargé, questions. Oui, voilà, ça c'est la raison officielle, mais peut-être peur de s'exposer à quelques questions plus délicates. Est-ce que Cameron, qui m'a fait un petit clin d'œil pendant l'intervention de Jérôme, a une question à poser à Jérôme? Je voulais savoir s'il avait fait ses devoirs, parce que la semaine passée, il savait dire bonjour, je peux pas dans la langue, mais il savait pas dire au revoir. Il nous avait dit qu'il allait étudier, donc j'attendais de voir s'il a bien fait ses devoirs. Donc on se quitte ici alors. Oui, mais on se revoit bientôt, Jérôme. Ne ratez pas l'avion, mais on se revoit bientôt. Ok. Allez, à tous, Murao Kandi Urakoze. Ouais, on ne pourra pas le répéter, mais on vous félicite pour l'effort. Ciao. C'est beaucoup plus facile. Merci beaucoup, Jérôme Elguers,
pour ces 10 jours de boulot là-bas. 10 jours intenses, évidemment. Et Jérôme se retrouvera encore sur les routes de l'Euro, puisque la Belgique et Remco Evenepoel en particulier ont l'intention d'aller chercher des médailles dans quelques jours aussi du côté de l'Ardèche. Avec nous, après avoir débriefé la course messieurs, Martin Wainans, qui a commenté avec le Divin Orient la course dames à samedi. Bonjour Martin, je vous le dis en français, je ne prends pas de risque. C'est la langue de la championne du monde. Et c'est la langue de la championne du monde, effectivement. C'est plus facile. Première canadienne championne du monde de l'histoire côté féminin, depuis la création en tout cas des championnats du monde féminin. Et c'est une surprise. Magdeleine, je ne sais pas si on dit le G, Magdeleine Vallière, qui par ailleurs est Madame Huydebroeks, c'est sorti ce week-end. C'est une véritable surprise. Autant chez les messieurs, chez les jeunes également, il y a eu très peu de surprises. Là, on est en plein dans la grosse surprise de la semaine. C'est la grosse surprise de la semaine, sauf pour les Belges, visiblement, puisque c'est Victor Campenaerts qui dit qu'il avait fait quelques sorties avant la course et qui avait été visiblement assez impressionné par les intensités au groupe belge en compagnie. Et c'est comme ça qu'on a appris par la bande que c'était la compagne de Kian Huydebroeks. Donc visiblement, le message n'est peut-être pas passé auprès des Belges que c'était la roue à suivre ou qu'il fallait s'en méfier. Et les autres adversaires n'ont pas été assez attentifs. Au-delà du clin d'œil, oui, c'est une énorme surprise. La dernière championne du monde, pour moi, qui a été aussi surprenante au niveau du nom, c'est parce que c'était le tout début de sa carrière, c'était en 2021, c'est Elisa Balsamo. Qui a confirmé après, et on peut peut-être espérer, puisqu'elle est jeune aussi, Magdeleine Vallière, avec ses 24 ans, que ça pourrait être aussi un déclic dans sa carrière. Elle est décrite comme une super équipière, une coureuse qui se met à la planche comme pas deux pour ses leaders. Ça a provoqué les larmes de Cédrine Kerbaol, la Française qui évolue dans son équipe. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment aussi, qui est très apprécié dans le peloton pour sa joie de vivre, son sourire, pour son travail. Et en fait, elle explique qu'elle a vraiment travaillé de manière très spécifique, stage en altitude, qu'elle a vraiment fait de ce championnat un objectif. Donc, c'est pas une surprise pour elle. Elle l'avait pointé, elle voulait un top 10. Elle a profité elle n'a pas dit trop non plus en amont. Non, voilà. Elle a profité des circonstances de course, évidemment. Mais vous connaissez, et Axel sans doute encore mieux, l'hymne national canadien. C'est Au Canada. C'est aux surprises avec le Canada. La dernière énorme surprise du cyclisme féminin, c'était la victoire d'une Canadienne, Alison Jackson, sur Paris-Roubaix. Aussi dans une circonstance de course un peu particulière, une échappée qui part et puis une victoire à la pédale entre les meilleurs. Un pays surprenant qu'on aura l'occasion de visiter lors des championnats du monde. Ah, c'est une belle pub pour l'année prochaine. Ça c'est certain, effectivement. Et ce sera en tant que championne du monde en titre qu'elle participera, on lui souhaite en tout cas, au championnat du monde. Chez elle l'an prochain, Vollering, Le Corpinard, Nieuwenhove, Ferrand-Prévot, Van der Breggen, toutes ces filles-là, et je limite à 5, je n'ai que 5 doigts sur ma main, toutes ces filles-là piégées, ça nous rappelle, toute proportion gardée, et on en avait parlé sur ce plateau, on connaît nos classiques, le Nieuwsblad, effectivement, lorsque les grandes favorites s'étaient fait piéger. C'est pas la première fois dans le cyclisme féminin qu'on assiste à ce genre de scénario un peu surprenant. Elles ne se sont pas fait piéger, elles se sont tirées une balle dans le pied. C'est de façon un peu plus cash. Elles se sont regardées, à un moment, il y a une échappée, et là où je ne suis pas d'accord avec vous par rapport à la comparaison au Nieuwsblad, c'est le nom des coureuses qui composaient l'échappée et le moment de la course où l'échappée est partie. Parce que si on regarde, dans l'échappée, il y avait Niamh Fischer-Black qui fait 2e. Elle fait 5e du Tour de France. Dans les 2 étapes de montagne, elle est dans les 3 meilleurs, 3e et 4e. Mavi Garcia fait podium sur un grand tour. C'est le cas aussi de la néerlandaise Rie-Jeanne Marcus. Donc il y avait des noms, il y avait de la qualité. Alors oui, d'accord, il y avait des équipes qui peuvent dire j'avais quelqu'un de représenté devant, les Italiennes, les Suisses, pas les Françaises. Qui avait la grande favorite dans leur rang. Et pour moi, l'équipe qui a mis trop de temps à réagir, c'est l'équipe de France. C'est elle qui devait assumer ce poids-là et qui l'a fait trop tard. Et quand on laisse 2 minutes, une 40, on peut épiloguer, mais c'est un petit peu, c'est trop par rapport à la qualité des coureuses. Cameron, une question pour... vous avez suivi cette course ou une réflexion par rapport à cette course dames? Pas de question, non, mais c'est vrai que c'est un peu cash de dire ça, mais on avait l'impression parfois de voir une course de cadets. De cadette en l'occurrence. Oui, cadette, ouais. Si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vrai que les favorites n'ont pas vraiment osé prendre leurs responsabilités et voilà, c'était une course surprenante. L'explication qui est donnée, c'est, et notamment par Vollering, on avait tellement peur de la difficulté du parcours, de prendre un coup de bambou à un moment qu'on a attendu, on a gardé la cartouche le plus tard possible et personne ne voulait y aller, on regardait si une faisait un effort et au final, notamment Vollering, la cartouche on l'a jamais vue, à part peut-être dans le sprint final pour faire 7e.
Ça en revient un peu à Remco Evenepoel qui a confié à Serge Pauwels que le parcours était peut-être un peu trop difficile. Podium très international, hein. 3 continents représentés avec l'Amérique du Nord, Vallière, l'Océanie avec Fischer Black et puis l'Europe avec Mavi Garcia. C'est donc ça l'internationalisation du cyclisme féminin ? Il est quand même assez international aussi. On se rappelle du Tour de France femmes, il y avait une certaine Kim Lecourt qui portait très haut les couleurs africaines. Oui. C'est un des meilleurs résultats africains. C'est pas le meilleur résultat africain de la semaine. C'est le plus marquant parce que c'est dans une course élite. Mais il y a quand même eu un top 7 d'une jeune éthiopienne chez les dames, un top 11 chez les hommes. Je pense que voilà, le cyclisme africain doit progresser par rapport à l'héritage dont parlait Jérôme. Il va arriver par les catégories de jeunes d'abord, et de voir des coureuses comme ça terminer 7e et un coureur terminé 11e chez les juniors, c'est quand même intéressant pour l'avenir. Alors vous évoquiez le cyclisme africain. 13 podiums différents en 8 jours, il y a eu 13 courses différentes, pas un seul athlète africain sur le podium, mais quelques top 10, vous les avez cités. Il y a quand même encore, Gérard, Axel, du boulot pour la marche sera longue, pour espérer voir des Africains un jour sur un podium, voir sur la première marche ceindre un maillot arc-en-ciel. On pense à Bini Girmay, évidemment, qui ici... il l'avait annoncé, trouver ce parcours trop compliqué pour ses qualités, mais qui l'an prochain, pourquoi pas à Montréal, avec un super Bini, pourrait imaginer aller chercher un podium ou un maillot arc-en-ciel. Oui, sans doute, quand les circonstances lui sont favorables, mais je reviendrai peut-être à la remarque de Mario Cipollini, qui s'en prenait à l'UCI pour dire que c'était scandaleux dans les premières épreuves contre la montre d'avoir laissé partir des jeunes coureurs du continent africain, justement, avec des vélos de 3e catégorie, avec des vêtements qui ne sont pas adaptés, alors que... dit Mario Cipollini, et je lui donne raison, si on lui avait demandé suffisamment tôt, il aurait donné ses vélos de telle manière qu'il puisse quand même s'habituer et se battre avec des armes qu'on va appeler égales dans la réalité. Je pense que là, l'UCI est passé à côté de quelque chose. Et on revient à cette question de l'héritage évoqué par Jérôme Elguers. J'ai un dernier aspect évoqué avec vous, Martin, c'est de l'anticipation sur ce qui va arriver, notamment sur l'Euro. On aura, et on évoquera l'Euro messieurs dans la foulée évidemment, du côté féminin, un magnifique plateau également, Ferrand-Prévot, du moins sur la liste annoncée. Elle est déjà rentrée à la maison. Elle est rentrée à la maison, donc elle se prépare. Van der Breggen, Vollering, Garcia, Chabet, Niwadoma, Lippert, Longo Borghini, Persico. On croise les doigts également pour Gekier. Ce sera un magnifique plateau sur un magnifique circuit là aussi. Oui, c'est un circuit un peu différent, il est difficile aussi, mais avec plus de portions planes où on peut récupérer, avec des côtes un petit peu plus longues et surtout beaucoup plus courtes. On est avec 50 km de moins, on ne va plus pouvoir utiliser l'excuse de on a peur de craquer au final. Donc je pense qu'on devrait avoir une course avec des revanchardes, parce que il suffit de voir les faciès de certaines coureuses qui sont passées à l'interview, notamment chez Jérôme, chez Longo Borghini, chez les Suisses, on était très très déçus du résultat. Donc elles se doivent une revanche d'abord. Pauline Ferrand-Prévot s'excusait presque auprès de ses équipières de ne pas avoir été au niveau. Soit elle laissera la place à quelqu'un et elle travaillera pour l'équipe, ce qu'elle a laissé entendre, soit elle va essayer d'aller gagner elle-même. Mais ça devrait donner une course, vous l'avez dit, sur un parcours plus court, sans doute un peu plus dynamique et avec une arrivée aussi plus plane, donc peut-être d'autres profils. Et celles qui ne sont pas fatiguées, qui n'ont pas fait le déplacement, vous ne m'avez pas demandé mon pronostic, mais je vais vous glisser un petit nom. Mischa Bredewald, la néerlandaise qui n'a pas fait le déplacement, s'il est dans la sélection, sur un parcours comme ça, elle a déjà été championne d'Europe, attention. Donc on peut mettre une piécette. D'accord, nous dit-il. Il n'y a pas d'argent en jeu, hein, mais on retient le prono de Martin Wainans. Merci beaucoup, Martin, pour ce débrief des championnats du monde, pour cette rapide préface de l'Euro. Et vous serez au commentaire avec Ludivine, évidemment, des courses dames de cet Euro sur les antennes de la RTBF. On bascule donc avec Gérard, avec Axel, avec Cameron sur l'Euro masculin, sur une course qui, effectivement, arrive juste dans la foulée de ce championnat du monde. Et malgré tout, ça n'a pas rebuté les principaux favoris. Tadej Pogačar est annoncé. Il n'a pas encore, du moins, dit « je me repose de mon championnat du monde ». Il est toujours sur la setlist. Remco Evenepoel, mais aussi, oui, un certain Jonas Vingegaard. Mais avant d'évoquer la course en ligne, le contre-la-montre, c'est dès mercredi. Remco Evenepoel rentre donc aujourd'hui en atterrissant du côté de Marseille. Le chrono entre Loriol-sur-Drôme et Étoile-sur-Drôme, petit bled du coin, vous connaissez ? Non. Je pensais que vous aviez été en vacances, vous me faites un petit signe. On est entre Montélimar et Valence. C'est déjà un petit peu plus clair pour celles et ceux qui ont l'habitude d'aller en vacances dans ce joli coin de France. 24 km
pour tout le monde, sauf pour les juniors dames, 12 km. Un parcours pour pur rouleur, c'est du moins ce qu'annonce le roadbook, avec quelques petits tapes-cul, mais surtout, expression bien cycliste, mais surtout de longues lignes droites qui devraient aider justement des garçons comme Evenepoel, certes, mais aussi parce qu'ils seront là, ils n'étaient pas là en Afrique, des garçons comme Tarlin ou comme Ganna. Moi, je reste sur ma position. Remco a atteint presque la perfection. Si la perfection existe dans le contre-la-montre, et pour moi, il va gagner. Axel. Tout à fait d'accord. Je pense que d'ailleurs, Remco l'a déclaré lui-même qu'il est probablement dans la meilleure condition dans laquelle il n'a jamais été. Il faut juste récupérer ici du voyage et des kilomètres. Oui, il faut récupérer, mais bon, il est quand même champion du monde sortant. Il est revanchard, parce que je pense qu'il est revanchard, et qu'il a aussi hâte justement de battre ces Ganna et des Tarling justement sur un parcours. Ce que je souligne aussi, c'est que je trouve ça très regrettable qu'un championnat d'Europe vienne directement après un championnat du monde, certainement en Afrique. Je trouve ça incompréhensible. Je ne sais pas comment c'est possible dans un calendrier d'organiser quelque chose de cette manière-là. Tout à fait incompréhensible. Et ce que je souligne aussi, c'est que bon, je trouve ça assez sympa que tout le monde a la même distance. Pourquoi ne pas garder la même distance pour tout le monde, faire un chrono un peu moins long? C'est le cas une longue ici. saison. 24. Pourquoi en faire une si longue au championnat du monde? C'est pas toujours nécessaire. Le suspense est peut-être un peu plus grand quand les licences sont plus courtes. Donc de ce côté-là, je salue quand même les organisateurs d'avoir fait ça, et je trouve ça très, très positif. Est-ce que la start list, Evenepoel, Ganna, Tarling, Kung, Almeida qui sera là, Segart, côté belge, Armirail, on retrouve là des gars, certains en tout cas, qui n'étaient pas présents en Afrique, et on s'est fait la remarque pendant le contre-la-montre, qui était très spécifique à Kigali, de ne pas avoir de vrais spécialistes du chrono, si ce n'est Remco Evenepoel et Kung sans doute. On a ici peut-être, paradoxalement, plus de concurrence pour Remco Evenepoel. C'est vrai qu'ici, pour les championnats du monde, c'était peut-être un peu le seul regret que j'ai, donc par le fait du continent, du vaccin, on avait quand même beaucoup de coureurs qui étaient réticents et qui n'ont pas voulu participer, ce qui rendait un petit peu la tête d'affiche un peu moindre. Et je trouve un championnat du monde, par exemple, face à un Wout van Aert ou un Mathieu Van Der Poel, pour parler de la course en ligne et pas du chrono, mais c'est vrai que ça laisse un petit peu un goût... il y a un petit manque quand même, je trouve. Et pour parler du chrono, comme Gérard l'a dit, Remco a atteint la perfection, si la perfection existe. Mais oui, maintenant se mesurer à quelqu'un comme Ganna, surtout sur un parcours comme les championnats d'Europe, c'est pour Remco, ça rend peut-être la victoire encore plus belle. Et oui, voilà, le seul danger, pour moi, on connaît le vainqueur, mais le seul danger qu'il pourrait y avoir, c'est, comme le disait Axel, c'est le voyage. On a donc aussi 2 championnats assez rapprochés, comme j'avais posé la question à Serge. Je ne comprends pas non plus pourquoi on organise 2 championnats, championnat du monde et championnat d'Europe, l'un à la suite de l'autre. Et ouais, donc pour Remco, le seul danger qu'il pourrait y avoir, en tout cas pour le chrono, c'est de ne pas avoir récupéré d'une course qui était sans doute la plus dure de la saison, ici donc hier, et d'un voyage pareil. Donc ouais. Et pour revenir sur Kung, il n'a pas participé par exemple à la course en ligne, il est rentré lui aussi assez vite sur le sol européen. Voilà donc pour ce contre-la-montre. On annonce aussi une région, et on la connaît quand on fait du vélo, assez exposée au vent, et donc le vent, on ne va pas s'avancer là-dessus aujourd'hui, pour aussi jouer un rôle dans ce contre-la-montre de 24 km à suivre en direct sur la télévision belge, sur la RTBF, comme on dit. Ce sera avec Martin pour les dames, et on retrouvera Gérard pour le commentaire des messieurs. La course en ligne, alors, entre Priva, que l'on connaît bien également, et Guilherand-Granges. J'ai découvert le site arrivé en préparant ce podcast. Guilherand-Granges, 202 km 500, ça fait donc 65 km de moins que la course de Kigali. 13 ascensions répertoriées, étalées en 2 circuits. Je vois qu'Axel ouvre grandes ses oreilles pour écouter mes explications. 3 grandes boucles
D'abord pour les grimpeurs, nous dit-on, avec des difficultés un petit peu plus sérieuses. Et puis 3 petites boucles finales qui correspondent plus aux catégories punchers. Donc si les punchers ont passé les 3 tours pour grimpeurs, ils pourront encore jouer leur chance. Si les grimpeurs ont pris la course en main un petit peu plus tôt, les punchers pourraient être éliminés, avec comme point commun sur ces 2 circuits la terrible côte avec ce nom porteur, le Val d'Enfer. Le Val d'Enfer en contrebas du village des Baux-de-Provence. 1500 mètres à 9,6% de déclivité moyenne et un passage maximal à quasi 15%. Ça a l'air, Axel, d'être un chouette petit circuit. Ben, ça dépend pour qui. Hein. Quand vous revenez de Kigali après un championnat du monde aussi difficile, je pense que c'est pas toujours le parcours qu'on voudrait avoir devant ses roues. Mais bon, ça a l'air d'un parcours, encore une fois, parfait pour Pogačar, malheureusement. Peut-être pour le reste. S'il a bien récupéré, je pense qu'il sera rentré directement aussi de Kigali pour prendre quelques jours de repos et savourer sa victoire. Il ne fera pas le chrono ici. Il ne fait pas le chrono, recharger la batterie, ce sera quand même très difficile. Mais bon, c'est pas le seul, parce que bon, il y a un parcours qui est plus court, donc un peu plus explosif. On va voir, mais ça peut être une course très intéressante. J'ouvre et je referme très vite une parenthèse. Il y a un gars qui va perdre son maillot de champion d'Europe. Vous l'avez à la maison tous les jours, Tim Merlier. Ça va, il vit bien la situation. Mais il a pu le garder longtemps quand même. Un peu plus longtemps que... parce qu'on a décalé dans le programme. Mais il a accepté, évidemment. Il connaît ce parcours. Il sait très bien qu'il n'avait pas sa place dans la sélection. Non, il va passer à autre chose. Juste ravi de l'avoir porté quand même pendant une longue année. Et voilà, il regarde, il est déjà motivé pour la suite et pourquoi pas encore un jour porter un maillot, on l'espère, d'un championnat. Championnat de Belgique, ça me paraît encore de l'ordre du possible pour Tim Merlier. Est-ce qu'il y a le maillot de champion d'Europe qui est encadré? Oui, tous les maillots sont encadrés. Ils ne sont pas rangés dans une caisse. Ils sont encadrés. Non, ils sont tous encadrés. Et sur les murs de la maison. Ouais. Alors, je vous donne la liste des partants certains. Il y a quand même quelques fameux noms, je le disais: Pogačar, Jonas Vingegaard, Evenepoel, Almeida, Ayuso, Pedersen, Skelmos, Grégoire, Del Grosso, Jan Christen, Morgado, Hayter, Bettiol, Skuins et Kubis. Petit clin d'œil à Gérard Bullens. Tous ces gars-là seront au départ. C'est quand même une très très belle start list. Et on attend encore d'ailleurs l'officialisation du côté français. C'est la seule sélection qui n'est pas encore très claire, mais on sait que Grégoire sera là. Oui, je pense que c'est un très très beau plateau. Évidemment, les coureurs. Le plus beau de l'histoire des championnats d'Europe, d'ailleurs. Le plus beau de l'histoire des championnats d'Europe. Il faut bien s'imaginer, quand vous organisez un championnat d'Europe à Celle qui est mortellement plein, vous n'allez pas avoir ce type de coureur au départ, ça c'est clair. Mais les sprinters ont droit aussi à un certain moment de pouvoir s'exprimer. C'est d'ailleurs dans les grands tours de moins en moins le cas. Donc je pense qu'il faut continuer à penser à cela. Et là, je pense évidemment à un coureur comme Tim ou à un coureur comme Philipsen ou autre. Je cite les Belges, il y en a d'autres évidemment. Mais oui, je pense qu'on doit avoir une course qui va être fort disputée et que dans la réalité, certains coureurs qui sortent notamment de la Vuelta, mais qui n'ont pas été à Kigali, vont être avantagés avec une certaine fraîcheur. Donc il faudra penser à cela. Demander à Tadej Pogačar, comme l'a dit un peu Axel, qui est sans doute le grand favori sur un parcours comme celui-là, s'il va fêter dans son pays ou pas fêter. Ce qui est quand même un élément primordial. Et quand je dis fêter, c'est surtout toutes les obligations que vous impose un maillot comme celui-là. Et là, vraiment, faire succéder les championnats d'Europe à quelques jours seulement pour le contre-la-montre et une semaine pour la course sur route, je trouve ça très dommageable et j'ai du mal à comprendre. C'est la même remarque qu'Axel, et surtout qu'on est à 2 semaines de la fin de la saison. Non, on est à 1 semaine de la fin de la saison, puisque la semaine suivante, c'est le Tour de Lombardie. Voilà, c'est assez dommageable, et c'est dommageable pour les 2 courses du week-end en Italie aussi, d'ailleurs, qui sont 2 belles courses, hein. Franchement, donc voilà, j'ai difficile à comprendre. Mais bon, pour moi, gagne qui veut si on a une très très belle course. Et hier, force est de constater qu'il y a eu du suspense jusqu'au bout, grâce à Remco Evenepoel, grâce au parcours
où on a vu pas mal de coureurs qui, quand ils prenaient sur les fameux pavés de la dernière ascension une raclée sur la tête, ben ils étaient à l'arrêt. Donc on aurait pu imaginer que Tadej Pogačar devant prenne cette raclée et que Remco vienne le coiffer dans les dernières secondes. Je sais que quand on parle de coiffer, ça vous fait toujours rire. Et que je garde, moi, le souvenir de Kigali, de ce que j'ai dit en direct, de cette brave dame avec les tresses jaunes et bleues. Et je trouve que ça vous irait si bien. Si j'avais su, j'aurais demandé effectivement à Jérôme de vous ramener ça pour faire une belle photo ensemble. On a peut-être un petit cadeau dans la valise de Jérôme. Mais voilà, je pense qu'ici, on doit tenir compte des circonstances justement de ce championnat du monde. Et puis 4 jours après le contre-la-montre et 7 jours après cette course route, et que ça peut fausser complètement nos pronostics. Alors, 5 minutes, on va foncer vers notre pronostic important, comme chaque fois, chaque édition de ce podcast, vidéocast, on connaît nos classiques. Bravo, elle a remporté le concours des classiques, elle remporte le concours des championnats du monde, elle est imbattable, intouchable, comme Tadej Pogačar. Bravo, Cameron Van Den Broek avait donc pronostiqué, même si ce n'était pas le prono qui était celui avec le plus de panache, mais certes, il faut pouvoir calculer parfois. Pogačar, champion du monde, Evenepoel, deuxième. Vous aviez du moins les 2 premiers et on s'est tous plantés sur un gars, c'est Carapaz, qu'on imaginait tous sur le podium et qui finalement n'est pas monté sur ce podium. Du côté féminin, 0 pointé collectif, comme ça c'est clair. Mais on a expliqué avec Martin Weinans les circonstances. Personne n'a trouvé le podium, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième. On va donc tenter de faire mieux pour l'Euro. Je vous écoute. Votre prono, d'abord côté masculin, puis côté féminin. Je laisse la main à celle qui a donc remporté le prono du côté de Kigali. Cameron Van Den Broek, on vous écoute. Bah moi, je vais garder la même tactique. Je ne vais pas prendre de risques. Toujours, pas de panache, voilà. Pas de panache. Mais gagner, c'est gagner. Quand je pense à votre papa, Franck, qui était l'incarnation du panache, mais quelle déception. Je vous écoute, Cameron. En premier, Pogačar. D'accord. En deuxième, Remco. Troisième, Vingegaard. Je ne sais que dire, je suis pantois. Un peu plus de panache chez Gérard Violens. Premier Cubis. Non, pas du tout. Premier, Remco Evenepoel parce qu'il a besoin d'un maillot distinctif, ça va lui faire plaisir. Deuxième, Grégoire. Et troisième, Bettiol. Et comme ça, on voit encore le maillot de champion d'Europe dans le peloton, parce que si c'est Pogačar, on ne le verra pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, tout à fait. Ça, c'est une bonne remarque. Axel? Moi, je vais prendre beaucoup plus de risques. Parce que je vais choisir comme vainqueur quelqu'un qui a fait la Vuelta et qui me surprend toujours dans les côtes de plus en plus, c'est Pedersen. Je vais mettre Pedersen en 1. Je vais mettre Pogačar en 2 et Pidcock en 3. Ouais, beau petit podium. Pedersen qui bat Pogačar au sprint. Pourquoi pas? D'accord, non, j'imagine le scénario, ça pourrait être très chouette à commenter. Non, mais tout à fait. De mon côté, il était écrit à l'avance, j'ai 2 points communs avec Gérard Bullens, j'étais à bonne école, Papy GG. Bettiol 3e, comme vous, parce que je me méfie de lui sur ce parcours. Grégoire à domicile, surmotivé 2e. Et parce qu'il veut un maillot distinctif et qu'il veut prendre sa revanche, Remco Evenepoel 1er. Voilà pour mon classement également. Débrief lundi prochain. Côté féminin, on fait le même ordre. À vous, Cameron. En première, Van der Breggen. Soif de revanche? Oui, elle n'était pas super bien ici lors de ces championnats du monde. Donc moi, je la vois bien. C'est un parcours qui lui convient assez bien. Donc voilà, je la mets en première. En deuxième, Vollering. Et en troisième, pourquoi pas Pauline Ferrand-Prévot, parce qu'elle est quand même chez elle en France. Donc. Très bien, magnifique. Ça reste classique, mais un petit peu quand même plus pétillant que le prono, messieurs. Gérard. Bonne question. Alors, je vais choisir un Persico. Parce que l'italienne? Non, parce qu'elle a fait du cyclocross dans sa vie. D'accord, c'est une bonne raison. 2 Schreiber,
une luxembourgeoise qui fait du cyclocross, pas mal, qui fait du cyclocross. Et je voulais savoir, est-ce que le papa de Marianne Vos est rétabli? Je n'ai pas de nouvelles et je ne sais pas si elle sera là. Sinon, j'aurais dit Marianne Vos, mais voilà. Et pour son papa, voilà, c'est un signe positif de la mettre dans votre prono. Cyclocross woman. Puisqu'elle a déclaré forfait pour cet Euro, puisque son papa était peut-être encore hospitalisé. Axel. Moi, je vais prendre en 1 Longo Borghini. Une italienne de Reusser. Marlène Reusser, qui est quand même en grande condition. Et en 3, je vais quand même mettre Anna van Breggen, parce que bon, malgré le fait qu'elle n'a pas vraiment bien roulé sur la course en ligne, elle était quand même très forte au chrono. Et je pense que pourquoi pas. Allez, il y a de quoi faire, des podiums bien différents, et le mien est également différent. Juliette Labousse à domicile, voilà, puisque Ferrand-Prévot va peut-être passer le relais si elle ne se sent pas à 100% une équipière. Juliette Labousse devant Van der Breggen, qui va encore nous faire une petite médaille. Et parce que je me suis loupé sur le mondial, qu'elle n'a pas disputé, que je croise les doigts pour qu'elle soit là cette fois-ci, et parce que je veux du Belge, Justine Guéquer, 3e de ce championnat d'Europe. Voilà pour les pronos. On félicite aussi Arnaud Delis, c'est important, vainqueur de 5 de ses 7 dernières courses en date. Le René 8 Tours, la Bretagne Classique, le Grand Prix de Wallonie, la Super 8 Classique et Paris-Chauny. Ce week-end, ce sera l'un des grands favoris de Paris-Tours, c'est une certitude. Bravo Arnaud pour ce retour et bravo à tous les 3 pour ce joli débrief du mondial et cette jolie préface de l'Euro. Merci Cameron. Merci Axel, merci Gérard et merci en régie évidemment. Merci à Delphine Canon et à Christian Mazouille, merci à Laurent Bruvier, merci à vous évidemment d'être fidèles aux émissions sportives de la RTBF.